C'est fou parce qu'à chaque fois que j'entends cette musique, j'ai vraiment l'impression d'entendre la musique de C'est pas sorcier quand même, hein. Bonjour Jamy. Salut Fred. Bonjour. Alors, on a du monde en ligne ou pas, Axel? Ça arrive doucement. Ça arrive doucement. Ça arrive doucement. On a 8 personnes pour le moment là en ligne. Toujours les mêmes, j'imagine, hein, Ouais. les fidèles au poste. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Eric, on te laisse peut-être commencer du coup avec... Avec plaisir. Alors bonjour tout le monde. Vous connaissez le principe maintenant, on commence toujours ce Twitch par une petite biographie de notre invité. Et comme vous savez, quand il me manque des éléments, je complète. Soit avec mon imagination, soit avec ChatGPT quand j'ai la flemme. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marine Boudot. Bonjour Marine. Bonjour à tous les deux. Et je crois pouvoir dire de façon assez sûre que c'est la personne avec le plus long titre que nous ayons jamais reçu avec Axel. Marine, tu es chef du pôle design des services numériques au sein de la direction interministérielle du numérique et haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion au sein du ministère de la Transformation et Fonction publique. C'est correct. Yes. Alors du coup, t'as des cartes. Je me pose la question, tu as des cartes de visite ou parce que non, j'ai pas de carte de visite. Ça rentrait pas. Voilà. Ou alors faut une carte de visite format A4. Bref, j'imagine un peu compliqué. Alors, Marine, tu es née le 30 janvier 1986 à Paris. Pas du tout. Ok, d'accord. Donc ça, c'était l'estimation de ChatGPT. Donc on peut déjà dire que c'est faux. Non, c'est faux. 83 pour la date de naissance. D'accord. Et novembre pour... Rien à voir. Ok, alors strictement rien à voir. Alors on a peut-être un droit à l'erreur à quelques années près. Alors, tu as toujours été animé par une passion pour les arts et la créativité. Dès ton plus jeune âge, tu as montré un intérêt marqué pour le monde du spectacle. Tu as commencé à prendre des cours de danse classique dès l'âge de 5 ans et tu as rapidement développé un talent remarquable pour cet art. Ton dévouement et ta discipline t'ont valu de nombreux prix et reconnaissances dans ce domaine. Pardon, je rigole parce que non, pas du tout. Non, je faisais du judo plutôt à 5 ans. D'accord, ok, ça, pareil, ça c'est ChatGPT. Donc en fait voilà. Bon bref. Et je vais vous passer parce qu'après j'ai fait une bio un peu plus sérieuse parce que je me suis rendu compte que c'était pas très vrai. Parce que ChatGPT parle aussi que tu as fait des études en art du spectacle et que tu as obtenu un diplôme en théâtre et en danse et que tu as aidé de nombreux artistes indépendants. Et ça, je pense que c'est faux aussi. Ça, c'est faux. Mais c'est vrai que il y a quelques années, j'ai pris des cours de stand-up pour c'était juste avant le Covid, pour faire un peu quelque chose de différent. Mais non, sinon, à part ça, c'était la limite de ma carrière dans le spectacle. D'accord. Bon. Mais peut-être que c'est prospectif. Hein. Après, la vie est longue. Là, ChatGPT te prévoit une carrière dans le cinéma ensuite. Écoute, je suis pas fermée. Avec du succès. Mais je crois que lors de notre dernier invité, à savoir Laurent, ChatGPT, il l'avait aussi imaginé comme acteur à succès. C'est un groupe de musique, je crois, non? Ou groupe de musique, si, les Chastrus Brothers. Ouais, c'était ça, ouais. Donc bref, la dernière phrase de ChatGPT avant de passer à quelque chose d'un peu plus réaliste, j'espère, et je pense qu'il est quelque part peut-être un peu vrai, mais tu me diras. Marine est également une personne engagée dans des causes humanitaires et environnementales. Elle soutient activement des organisations qui luttent pour la protection de l'environnement, les droits des femmes et l'éducation des enfants défavorisés. Donc ça, oui, quelque part avec tout ce qui est inclusion, etc., t'es quand même bien sûr. sur ces sujets. Oui, bien sûr. Et puis la dernière phrase de ChatGPT, je te la donne parce qu'elle est quand même un peu jolie. Marine Boudot est une artiste accomplie, passionnée par son métier et déterminée à repousser les limites de son art. Son dévouement, sa polyvalence et son talent indéniable en font une figure inspirante et appréciée dans le monde du spectacle. Son héritage artistique continuera sans doute à inspirer et enchanter les générations futures. Écoute, parfait. Si ça peut être appliqué à exactement tout ce que je peux faire dans le public, ce sera top. Ouais. Alors après, plus sérieusement, a priori, j'ai lu que tu avais découvert Internet vers 13 ans et que tu avais commencé à développer des sites à peu près à cet âge-là. Ouais, donc ça, voilà, donc ça c'est bon. Tu n'as pas fait des études en art, tu as plutôt fait des études dans une école de commerce, à savoir la Neoma Business School. Et tu as fait la fin de ton cursus à Boston, aux États-Unis.
Correct. Et ensuite, il y a eu une sorte d'embranchement qu'on retrouve un peu plus tard dans ta carrière entre la politique et l'artistique. Parce que tu hésitais entre Sciences Po et l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et Mm. finalement, le destin t'a mené plutôt à New York en 2005, chez Scanby, pour un poste de product manager. Et tu as travaillé notamment sur une solution de QR code et de comparateur de prix. Tout à fait. Alors, C'était les premiers smartphones dont la caméra était d'assez bonne qualité pour pouvoir décoder des objets et donc des barcodes. ensuite, tu as fait de 2006 à 2008, tu étais chez une filiale de Lagardère qui s'appelle Selfish Media et qui fait, d'après ce que j'ai lu, beaucoup de choses autour de ce qu'on voyait à la télé à l'époque. Tu sais, tu envoies un mot-clé, un numéro et tu Mm. as un petit texto qui te donne ton avenir ou ce Eh genre de oui. choses. Mais Envoyer amour au 43 000 pour rencontrer la personne de votre vie. voilà. C'est a priori pas forcément ce que tu as kiffé faire le plus. J'ai lu aussi qu'en parallèle, quand lors de tes années à New York, tu avais monté une boîte de t-shirts bio. C'est vrai ça, Waouh! hein? Alors, Et ben ça, j'ai parlé alors ça, d'archéologie, hein. c'est la première fois qu'on me le sort et c'est absolument vrai. Ça s'appelait Be Nice. Et en fait, c'était avec la personne avec qui je vivais. En effet, on a monté ça, mais c'était à côté de mon travail. Et on a vendu, en effet, des t-shirts qu'on faisait dans notre appartement. Et tout était, c'était des t-shirts sur un coton bio et avec de l'encre aussi, voilà, à base d'eau. Donc c'était, voilà. Sympa, sympa, sympa. Et du coup, tu as toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale ou c'était l'occasion qui a fait le... En fait, j'ai toujours eu, quand j'étais aux États-Unis, j'avais toujours des projets à côté, en effet, des projets entrepreneuriaux qui sont tous restés au stade de side project. Il y en avait un à un moment donné qui a failli donner lieu à une collaboration avec Bicorp. Puisque à l'époque, mais c'était il y a vraiment très longtemps là, je voulais en fait créer un site pour trouver des jobs dans les entreprises Bicorp, en fait, et pour favoriser justement les personnes qui allaient voilà, travailler pour des causes ou en tout cas pour des entreprises plus responsables. D'accord, excellent. Pour revenir sur le fil de la timeline de ta vie, entre 2011 et 2017, toujours à New York, tu as rejoint la radio publique new-yorkaise, New York Public Radio, WNYC. Ça doit mieux donner en anglais d'ailleurs qu'en français. Et tu étais directrice produit et design. Ouais, tout à fait. C'est ça. Après, en 2017, tu as revenu à un embranchement, ton intérêt pour les aspects plus politiques t'ont rattrapé. Tu as appris à coder, etc. Tu as travaillé au développement du site internet de En Marche. Et Mhm. ensuite, après, tu as géré le produit, toujours pour ce même parti politique. Et tu es devenue, C'est ça. en 2018, directrice technologique. Enfin, et c'est à partir de là qu'on rentre dans ton quotidien depuis quelques années, tu es rentré en 2019 à la Dinum. Donc, on en reviendra un peu plus en détail, justement, ce que c'est, les attributions, les rôles, etc. Et tu es du coup, comme on disait tout à l'heure, responsable design. Et depuis 2020, tu as une attribution supplémentaire, tu es haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion. Et pareil, ça, c'est des questions qu'on te posera un petit peu tout à l'heure, etc. Et j'ai noté quelques anecdotes également pour terminer, que j'ai vu ou j'ai cru comprendre que tu étais végane. Non. Non, non, après, je j'ai rien contre la nourriture végane, mais non, non, ah, c'est Ok, vrai? j'ai lu ça, alors Quel est intéressant, ok. Ok. Que tu avais joué dans un groupe de post-punk. Non, Non non plus. plus. Comme quoi, on lit vraiment des trucs sur Internet. Mais en fait, je préfère ma personnalité online, hein, finalement. Je vais plus rien faire, je vais plus C'est vrai que ça a sortir de l'air chez moi. sympa. C'est ça. Et pour terminer sur cette courte biographie, où encore beaucoup de pages restent à écrire, j'imagine, tu as noté sur ton descriptif LinkedIn Dreamer and Builder. Mhm. Et du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi ça et que tu nous en dises un peu plus. Alors, je dirais, c'est peut-être ce qui me caractérise le plus, builder. Moi, j'ai toujours aimé construire et c'est pour ça tous les side projects que j'ai eus, c'est pour justement assouvir mon besoin de construire et de faire des choses. Alors, de faire des choses avec le numérique, de construire des sites, des outils, des services. Voilà, j'adore. Et puis, construire des équipes, construire des dispositifs, construire des leviers. Voilà, je suis vraiment une personne qui sans doute plus dans l'action. Voilà.
qu'autre chose. Et puis Dreamer, c'est parce que voilà, je pense que comme beaucoup d'autres personnes, j'ai des ambitions fortes et je rêve beaucoup et j'ai toujours envie d'aller plus loin et de faire plus. Et voilà, c'est ce qui me caractérise aussi et de me dire que même les choses qui paraissent un peu impossibles, bah, on va quand même y arriver et essayer en tout cas d'y arriver. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas très bien ce que c'est que la DINUM, son rôle, Ouais. etc., enfin nous donner un peu un panorama de Alors, ce qui s'y donc passe. la DINUM, DINUM, Direction interministérielle du numérique. Donc c'est une administration centrale qui est en lien avec toutes les directions du numérique de chaque ministère et qui pilote une sorte de feuille de route centrale et sur laquelle s'adossent les directions numériques des ministères et qui insuffle finalement une vision, une stratégie pour le numérique de l'État. Elle D'accord. Si je existe. dois vraiment, elle existe. Alors, elle existe depuis en 2019. Elle a été renommée. Avant, c'était Ok. la DINSIC. Et alors, pour la date la création, ça, je sèche. Mais je pense que ChatGPT aura une réponse solide sur le sujet. Alors, bah, la première question que j'ai envie de te poser un peu par rapport à ça, vu que tu as une carrière dans le privé et dans le public, c'est quoi les principales différences que tu vois justement, culturelles peut-être aussi entre la France et les États-Unis sur ces aspects plus design ou même transformation? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai que dans le privé, j'ai peu finalement pas travaillé en France, donc j'ai pas ce référentiel. Donc, j'ai en effet 12 ans, 12-13 ans travaillé aux États-Unis dans le privé, dans le secteur du numérique, avec enfin, dès 2005, en fait, j'avais un poste de chef de produit, 2005-2006. Et donc, ça veut dire que ce qu'on appelle en France le mode produit bah, existait, voilà, était déjà très, très répandu aux États-Unis. Et donc, ces enjeux d'agilité et de livraison rapide, MVP, etc., etc. Moi, voilà, ça fait longtemps que je les vis. Et c'est vrai que donc, quand je suis arrivée en France en 2017, donc là, pour le coup, mon premier job, c'était dans un parti politique qui était aussi très agile. Donc, j'ai pas forcément vu trop de changements culturels là-dessus. En revanche, en rejoignant l'administration et le public, en fait, je pense que la plus grosse difficulté en arrivant de l'extérieur, c'est les processus administratifs. Euh, je crois que pour acheter des licences, à l'époque, c'était Sketch, avant Figma. Il m'a fallu 6 mois, 6 à 10 mois pour comprendre comment pouvoir acheter ces licences. Alors, après, on l'a tourné en blague, mais bon, voilà. Donc, il y a un coup d'entrée quand on arrive en administration pour comprendre comment tout fonctionne, les marchés. Et en fait, le plus rapidement on comprend justement ces fonctionnements, le plus rapidement bah, on arrive à hacker, si je puis dire, un peu ce système et voilà, à trouver des raccourcis. Mais c'est vrai qu'entre ça, entre voilà, on parle de la DINUM. Bon, bah, la DINUM, c'est voilà, les raccourcis, toutes les abréviations qu'on utilise en administration, ça c'est aussi quelque chose qui peut être euh, voilà, assez raide quand on arrive de l'extérieur. Au-delà de ça, en termes de méthode de travail et processus, il y a une vraie diversité qui existe dans l'administration, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont vraiment qui travaillent de manière agile, euh, avec voilà des petites équipes qui délivrent en sprint, etc. Et puis tu as d'autres équipes qui pour le coup sont plus voilà dans des cycles en V et mais qui voilà petit à petit vont monter en compétences et c'est ça aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est vraiment euh, tirer un peu ou essayer d'accélérer cette transformation des pratiques, monter en compétences des agents sur les méthodes les plus adaptées et les plus itératives. Et on parle de combien de personnes, du coup, dans ton équipe qui ont Alors, cette dans activité? mon équipe qui s'appelle aujourd'hui Design des services numériques, on est une dizaine de personnes et on est appuyé d'une quinzaine de prestats. Et donc, voilà, une de nos actions, c'est d'accompagner les ministères sur cette accélération de la prise en compte des enjeux des utilisateurs et de transformation de leur méthode de travail.
Et on parlait tout à l'heure de ton côté builder. Quand tu es arrivé, du coup, c'était quoi, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, quasiment 4 ans. Bientôt C'était 4 ans. quoi la maturité et qu'est-ce qui a évolué, par exemple, depuis? Est-ce que tu as des exemples un petit peu concrets, des choses qui ont franchement changé sur cette période-là, notamment grâce à l'activité design de service? Ouais, alors déjà la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est changer le nom de notre équipe. Donc, avant, l'équipe s'appelait Services en ligne, voilà, l'idée c'était de porter le mot design, qu'on puisse parler de design en fait. Donc le nom de l'équipe design et services numériques. Ensuite, on a lancé donc l'observatoire de la qualité des démarches en ligne, qui nous a permis d'analyser tous les 3 mois. Depuis 2019, tous les 3 mois, on analyse l'évolution de la qualité des démarches administratives les plus utilisées par les Françaises et les Français. Et donc ça nous permet d'objectiver, d'avoir de la data, de la donnée, pour se dire, OK, est-ce que la demande de RSA, ça devient plus facile, moins facile? Est-ce que la déclaration de revenus, ça devient plus facile, moins facile? Et dans le cas où ça se complexifie, où c'est complexe, on sait qu'il faut aller en priorité et essayer d'aider ces équipes ou en tout cas comprendre ce qui pourrait être amélioré. Et donc, en deuxième dispositif, on a lancé en 2020 ce qu'on a appelé le commando UX. C'est des experts, des designers, des développeuses, des développeurs, des responsables de recherche utilisateurs qu'on a déployés au sein des projets des ministères qui nécessitaient le plus d'aide, pour essayer d'aller former, accélérer, améliorer, voilà, avec main dans la main avec les équipes des ministères. Voilà, et puis aussi, on a déployé depuis 2021 tout un cycle de formation en ligne. Et puis en 2022, en atelier, des formations sur tous ces sujets, accessibilité numérique, recherche utilisateur, design. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en termes de résultats, par exemple, sur l'observatoire et le suivi de ces indicateurs, en 2019 ou 2020, on avait 12% des démarches qui avaient un taux de conformité au RG2A, le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, supérieur à 75%. Et aujourd'hui, on est à plus de 40%. Donc, on est passé de 12% à plus de 40% en 3 ans, ce qui n'est pas un des moindres efforts, parce qu'on parle de gros services de l'État, Mmh. qui ne sont pas des petites startups sur des technos faciles à faire évoluer. Voilà. Et du coup, une question que j'ai très envie de te poser, mais qu'on a déjà évoqué un petit peu en préparation de ce Twitch. Dans tout ce qui est transformation, digitalisation, comment réussir sans exclure? Notamment vu qu'on parle beaucoup de transformation numérique, de création de nouveaux services. Quelles sont vos actions et Alors, comment vous abordez le sujet? Mmh. quand ne pas exclure les citoyens Oui, par exemple, ou si en ouais, étant sur une démarche de digitalisation de services, hein, par exemple, ouais, des impôts et cetera et tout, ouais. il y a toujours une frontière et je sais qu'en plus, sur les aspects d'inclusion, d'accessibilité et tout, tu es très présente. Mais comment vous pouvez gérer cette dichotomie un petit peu, un peu des fois un peu binaire qu'on rencontre? Ouais. Alors évidemment, donc nous on pousse évidemment, sur tous les sujets autour de l'accessibilité numérique, c'est-à-dire la conformité, alors je rappelle peut-être ce que c'est, l'accessibilité numérique, le RGA et cetera. Donc il y a en France, une loi depuis 2005 qui nous dit, toute personne, doit avoir un accès égal à nos services et à la vie et à voilà, à la société. Et donc pour ce faire, ça passe aussi par le numérique parce que dans le numérique, il y a l'accès à la connaissance, à la culture, à l'éducation, aux services publics et cetera et cetera. Et donc ça veut dire dans le numérique, des produits, des services, des applications qui soient accessibles numériquement. Comment est-ce qu'on teste l'accessibilité d'un service? En France, alors il y a des normes internationales, les WCAG, qui édictent des normes, des règles. Et en 2009, en France, a été créé le RGAA, le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, qui recense 106 critères qui permettent de tester le niveau de conformité d'un site ou service. Donc, premier sujet, voilà, on essaye d'accompagner les ministères à la prise en compte du RG2A, à la connaissance du RG2A. On a par exemple lancé un outil qui s'appelle ARA, comme l'oiseau, ara.numérique.gouv.fr, qui est un outil qui permet de
faciliter la réalisation d'audits d'accessibilité, donc et carrément les faire en ligne. Il faut savoir que donc c'est évidemment quelque chose. C'est un outil qui peut être utilisé pour si on travaille dans le public, mais aussi qui peut être utilisé par les entreprises privées. Parce qu'il faut savoir que les lois prochainement vont changer aussi. Et surtout les sanctions liées à la non-accessibilité des sites e-commerce, par exemple, à partir de 2025, la non-accessibilité des sites de e-commerce sera sanctionnée financièrement. Voilà, donc je pense que petit à petit, le sujet de l'accessibilité numérique, ça va être un sujet dont on va parler de plus en plus. Hier, ou avant-hier plutôt, j'étais à la ProduConf, la conférence, et je sais pas si voilà, vous connaissez, mais j'ai été assez voilà, positivement surprise de voir qu'il y avait une table ronde, bon, j'y ai participé aussi, mais une table ronde dédiée à l'accessibilité numérique, en parallèle de table ronde sur les design systems. Et donc ça, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Donc nous, sur ces sujets d'accessibilité et d'inclusion, donc on pousse évidemment à l'utilisation du RG2A et à la conformité à 100% des sites et services. Mais en plus de ça, on va aussi inciter les ministères et les opérateurs à tester leurs services avec des personnes, évidemment, donc la recherche utilisateur en amont, pendant, après, tout le temps, et des tests d'utilisabilité. Et on va aussi les inviter à le faire avec des personnes en situation de handicap pour assurer qu'il n'y ait pas de points morts ou de coins morts plutôt. Et aussi, par exemple, il y a une semaine, les équipes sont allées tester une démarche liée au logement social à la Fondation Abbé Pierre et puis avec Emmaüs. Donc voilà, on va aussi chercher des personnes qui parfois sont plus en situation de précarité, par exemple, plus éloignées du numérique. Mais bon, tout ça, ça prend du temps, et en fonction en fait du service et la cible du service, on va adapter les personnes avec qui on va aller tester les produits et services. Et quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans les différents chantiers de transformation que tu as pu avoir? Pas forcément que sur l'accessibilité, mais en général. À la fois peut-être les difficultés, mais aussi les choses qui, au contraire, t'ont peut-être positivement surprise. Ouais. Et, Alors je dirais la plus grosse difficulté, c'est de propager une transformation. En fait, si on était, si on était 500 à produire du numérique de l'État, ce serait plutôt facile à gérer. Là, c'est, je crois, 30 000 peut-être agents dans l'État qui travaillent sur du numérique de près ou de loin. Et donc, il faut... alors, nous, on fait des accompagnements, et dans les démarches qu'on suit de très près, il y en a 250, donc on ne suit pas toutes les démarches de très près. Et donc, ce qu'on a lancé pour essayer de résoudre ce problème, c'est qu'on a lancé une présence aussi sur les réseaux sociaux, donc avec la marque DesignGouv, à la fois sur Twitter, qui meurt petit à petit, mais sur LinkedIn et sur Instagram, pour diffuser ces messages, diffuser les formations, diffuser les bonnes pratiques, parce que certes, il y a l'État qu'il faut transformer, mais il y a aussi les collectivités qui n'ont pas les moyens toujours, qui n'ont pas les personnes. Et donc, si on peut infuser toutes ces bonnes pratiques, ou en tout cas donner aux personnes qui travaillent dans ces équipes la légitimité de dire je pense qu'il faudrait faire de la recherche d'utilisateurs. Je pense qu'il faudrait qu'on sollicite un designer. Je pense qu'il faudrait faire des audits d'accessibilité. Et si on arrive à leur donner cette légitimité de pouvoir dire, regardez, la DINUM préconise que, du coup, il faudrait qu'on fasse. Voilà, ça peut être un appui supplémentaire, un levier qui peut avoir des répercussions plus exponentielles que nous, ce qu'on peut faire avec notre petite équipe, entre guillemets. Et justement, tu as parlé de à peu près 250 démarches là, que tu fais, en tout cas un volume assez important, mais tu n'as que 25 personnes. Comment vous faites dans l'équipe pour pas être frustré face à ce chantier de transformation qui est devant vous, et cette taille de l'équipe par rapport à ce qui vous attend, quoi? Alors là, ça me permet de dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer au sein de la DINUM. La DINUM est en cours de réorganisation, et dans le cadre de la nouvelle feuille de route de notre directrice Stéphanie Cher, qui est arrivée donc en septembre, elle a notamment décidé de prendre un peu cette idée qu'on avait développée avec le commando UX et de scaler cette idée. Donc, c'est-à-dire que notre équipe design et services numériques va disparaître très prochainement dans les prochains jours, prochaines semaines, et va renaître sous une nouvelle équipe qui va s'appeler la Brigade, ou Brigade d'intervention numérique. Mais bon, je préfère Brigade, c'est un peu plus doux. L'idée, c'est un peu comme on l'a fait
jusqu'à présent avec notre équipe sur les sujets de design, d'accessibilité numérique et de recherche utilisateur, de déployer des forces, des experts au sein des ministères avec une plus large équipe. Donc là, l'équipe, elle passe de 10 personnes en interne à 25-27 personnes et on va regrouper davantage de compétences et d'expertise. Et notamment, on recrute activement en ce moment. On recrute 10 coachs directeurs produits pour être déployés justement au sein des ministères sur les gros projets de l'État. Donc là, on va aussi regarder, on va plus forcément uniquement regarder des démarches administratives, mais on va aussi regarder les plus gros projets de l'État qui ont souvent, parfois, peut-être, peuvent avoir besoin d'être recadrés ou de conseils en gouvernance ou d'avoir juste une personne qui va peut-être aider à prioriser pour qu'il y ait des jalons peut-être plus proches qui soient mis en place. Donc on recrute voilà une dizaine de coachs directeurs produits. On recrute donc on va aussi intégrer des ressources, des personnes, des expertises dans le cloud et le DevOps, 2 personnes, des expertises en stratégie, des expertises en numérique responsable, et on recrute aussi un nouveau designer senior, un ou une responsable recherche utilisateur. Voilà, donc l'équipe s'étoffe et se renforce justement pour pouvoir, parce qu'on a vu que cette méthode d'accompagnement fonctionne et on souhaite l'amplifier. Et du coup, quand tu dis elle fonctionne et vous allez essayer de le passer à l'échelle, vous avez une composition d'équipe en particulier pour faire une squad qui va intervenir sur une démarche, par exemple? Ouais. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, alors par exemple, pour donner une idée, en 2022, on a fait à peu près 200-220 accompagnements. Donc c'est beaucoup. Et Mmh. parfois, c'est des accompagnements qui peuvent, parfois c'est une demi-journée et parfois c'est plusieurs mois. Donc, Ouais. on adapte vraiment notre accompagnement aux besoins. Et donc, on va aussi coupler les expertises en fonction des besoins. Par exemple, sur Parcoursup, aujourd'hui, on a un designer et un développeur accessibilité numérique. Sur un projet qui va sortir d'ici la fin de l'année, la plainte en ligne au ministère de l'Intérieur, on a une responsable de recherche utilisateur associée avec un designer. Donc vraiment, on module les équipes, en général à minima des binômes, parce que laisser une personne seule sur un projet, voilà, c'est moins fun et ça, voilà, c'est pas aussi dynamique. Mais voilà, on couple en fonction des besoins et des nécessités du projet. Et donc plutôt binôme research design au final. Ça dépend. Research design, accessibilité design research. Demain, quand on aura ces nouveaux coachs produits, pareil, on va vraiment sur le. Et puis l'avantage là de pouvoir regrouper toutes ces compétences, c'est que sur des projets où, par exemple, on n'avait pas forcément le réflexe de demander, mais votre hébergement, ça ressemble à quoi? On pourra aussi faire le lien avec le cloud, sur les enjeux design et l'accessibilité, faire le lien avec le numérique responsable. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une approche voilà, un peu plus systémique sur la qualité globale à la fois des processus et puis du rendu derrière. On imagine que allez, je dis un chiffre un peu au hasard, entre 3 et 5 ans, tu regardes en arrière, tu te dis, bon, c'est vraiment un succès, on a eu une action, des choses ont bougé. Ce serait quoi les points clés pour toi de succès? Numéro 1, il y a des chief of design dans chacun des ministères. C'est-à-dire qu'il y a une professionnalisation du métier du design. Et le design, c'est pas juste des designers, c'est voilà, des design managers, c'est des responsables du design, des directeurs du design, directrices du design. Donc premier point. Deuxième point, c'est d'avoir justement donc des vraies directions produits au sein des ministères qui fonctionnent en mode vraiment agile. Même ça, voilà, ça peut prendre du temps, mais au moins qu'il y ait des morceaux existants au sein de chacun des ministères. Et puis d'avoir réussi justement à former les personnes qui aujourd'hui sont dans des postes numériques qui n'ont pas forcément les bonnes compétences, et d'avoir vraiment réussi à les former avec ce coaching. Et donc c'est la formation finalement. Et donc ça, moi, voilà, j'y crois profondément. Ok, super, merci beaucoup, très clair. Est-ce que en ligne, certaines personnes ont des questions à poser à Marine?
ou pas? Ou est-ce que c'est très clair? En attendant peut-être que quelques questions soient posées. Du coup, aujourd'hui, tu interviens sur des interfaces aussi bien pour le public que pour les personnes en interne de l'administration du gouvernement. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, nos interventions, c'était majoritairement sur les interfaces visibles des usagers, donc des Oui. citoyens particuliers ou professionnels. Mais depuis, je dirais, 6 mois, 1 an, on commence à intervenir sur des outils internes à l'État. Par exemple, on a commencé à travailler sur la messagerie mail du ministère de l'écologie. On a fait de la recherche utilisateur. Voilà. Donc maintenant, ça va être un peu des deux parce qu'en fait, évidemment, la qualité d'expérience de l'agent compte évidemment dans la manière dont sont traités les dossiers, par exemple, et puis dans le bien-être des agents publics. Et et du coup, justement, est-ce que tu aurais un conseil, un petit tips à donner à des designers qui interviennent sur des interfaces d'audience de masse ou au contraire d'audience un petit peu publique sur lesquelles on a des personas et des profils qui potentiellement sont très différents? Est-ce que vous avez une approche particulière ou une façon de fonctionner ou des petites astuces que vous avez mises en place pour gérer ces cas-là? Vraiment, je dirais ça. Alors, nous, on s'appuie pour le recrutement lors de la recherche utilisateur sur des agences de recrutement spécialisées sur le sujet. Donc ça me paraît essentiel. C'est voilà. Voilà. Enfin, en fait, tout simplement recruter identifier en effet les bons profils. Après, ce qu'on a pu faire aussi, c'était aller se balader dans des centres de médiation numérique pour voir comment des personnes éloignées du numérique utilisent le numérique. Et donc ça permet. On avait fait une sorte d'excursion pour tous les commandos UX, les personnes qui nous avaient rejoints, et ça leur avait permis de vraiment se rendre compte en fait de sortir de leur bulle et de se rendre compte de la réalité expérimentée par d'autres personnes qui ne vivent pas comme nous sur les outils numériques toute la journée. Oui. Et donc ça permet de se rappeler de la simplicité qui est vraiment nécessaire et du minimalisme nécessaire lors de la publication, de la production de services numériques. Alors je vois qu'il y a une question. Ouais. Nickel. Je peux la prendre. Bien sûr. Alors, je la lis peut-être. Comment vous coordonnez-vous avec les directions du numérique des différents ministères? Y a-t-il des échanges systématiques sur les grands projets? Alors absolument, la direction interministérielle du numérique est vraiment en lien très rapproché avec toutes les directions du numérique. Déjà, il faut savoir que notre directrice a un rendez-vous tous les mois avec donc il y a un comité qui réunit tous les mois tous les directeurs et directrices du numérique des ministères avec notre directrice, qui nous permet nous de faire remonter des sujets. Donc voilà. Après, au sein des différentes équipes de la DINUM aussi, on a d'autres instances. Nous, au sein de notre équipe, on a des, euh, des référents en fait au sein de chaque des ministères avec qui on est en lien très direct, très rapproché. Parfois, on peut avoir des échanges plusieurs fois par semaine avec certaines de ces personnes. Donc, les liens sont hyper rapprochés. Et puis, sur la question des grands projets, il faut savoir que par décret, tous les projets de plus de 9 millions d'euros de l'État doivent être revus par la DINUM, en tout cas analysés par la DINUM, qui doit faire des retours et recommander, voilà, soit les choses sont bien faites et c'est le feu vert, soit proposer des recommandations et partager des conseils. Donc en fait, voilà, la DINUM a vraiment, voilà, on est vraiment très très proche de ce qui peut se passer dans les autres ministères. Et bonjour. Ok, eh bien nous de notre côté on a fait le tour de nos questions, on est dans le temps, grosso modo. S'il n'y a pas d'autres questions en ligne, Marine, je peux te laisser éventuellement la parole si tu veux rajouter quelque chose. Bah, Voilà. merci de cette invitation et du format qui est assez marrant ludique. Et je vous invite, si ça vous intéresse de travailler dans le service public, évidemment, on recrute. Alors, la DINUM recrute, mais les autres ministères recrutent aussi. Et vous pouvez vous rendre sur choisirleservicepublic.fr. C'est la plateforme à utiliser pour trouver toutes les offres de recrutement. Voilà. Très clair, le message est passé.
Nous, on va conclure en te remerciant une nouvelle fois, Marine, pour ta participation et ces éclairages très instructifs, très intéressants. J'espère que ça aura suscité des vocations chez nos téléspectateurs. Téléspectateurs, c'est un terme très Michel Foucault, hein. Chez, enfin, chez les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et puis pareil, quand cette session sera diffusée sur YouTube. Donc encore une fois, merci et bon après-midi à tous. Et à très Merci vite. Marine. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.